1937. New York, un dimanche d'hiver, nous sommes à quelques jours de Noël. Les personnages animés dans les vitrines font des sourires aux passants. Les New-Yorkais ont l'air plus gais que d'habitude. Malgré le froid, le vent et la neige, on sent une chaleureuse atmosphère de fête traverser la ville. À Broadway particulièrement, théâtre et cinéma affichent complet. Devant les guichets traînent en permanence des restes de queue qui attendent la prochaine séance. À l'intérieur, les salles pleines comme des ventres donnent la vie à des personnages de music-hall. Sur scène, les acteurs font oublier au public les menaces de guerre que le président Roosevelt essaie de combattre. Il y a 10 jours à peine, une canonnière américaine coulait sur un fleuve chinois bombardé par l'aviation japonaise. Ce soir, du 21 décembre 1937, à Broadway, Henry Fonda joue l'une des dernières représentations de sa pièce. Il a 31 ans. On vient de lui proposer d'être le partenaire de Bette Davis dans un film d'Hollywood. Pour lui, c'est une étape importante dans sa carrière. Dans sa vie aussi, il traverse des moments exceptionnels. À quelques rues de Broadway, dans une clinique réputée, sa femme vient d'accoucher. Pour Henry, c'est son premier enfant, une petite fille qui s'appelle Jane. On m'a dit, il y a 2 semaines, mon père m'a pris dans l'avion, sous son bras, et il m'a amenée toute seule avec lui en Californie, où j'ai passé 10 ans. Henry Fonda tourne des films pour Hollywood. Il devient vite une vedette importante du cinéma américain. Bientôt, son personnage sur l'écran incarne l'idéal de la démocratie des années 30, le parfait Américain moyen. Le public le considère comme une star. Mon père, malgré le fait qu'il est acteur, n'a jamais fait partie de la vie de Hollywood. Il a toujours évité, surtout pour ses enfants, pour mon frère et moi. On a habité une ferme qui était une vraie ferme. On a vécu comme il a vécu dans ses films, parce qu'à cette époque, il a fait des westerns. D'une certaine façon, il a reproduit dans sa vie privée, inconsciemment, je crois, ce monde de western. Et c'est lui qui a travaillé la terre. Il était un vrai fermier. La maison de la famille Fonda ressemble à une ferme de la côte Est. Une bâtisse élégante et confortable, comme on en trouve en Nouvelle-Angleterre. Jane se souvient de cet endroit comme d'un lieu merveilleux, troublé par l'arrivée d'un rival. C'est le jour que ma mère a ramené mon frère de l'hôpital. J'ai dû être très troublée par ça, je crois, parce que c'est vraiment... Je me souviens même comment elle était habillée. J'avais 2 ans. J'ai pleuré. Qu'est-ce que c'était, ce petit rat dans les bras de ma mère? Peter et Jane Fonda vivent leur enfance dans la ferme familiale auprès de leur mère, une jeune et jolie femme d'une 30aine d'années. Elle était canadienne, née dans une grande famille bourgeoise, qui est devenue une brillante femme d'affaires. Et puis, elle a épousé très jeune un homme très riche. Elle a eu un enfant, et puis elle a... C'est pas très intéressant, tout ça. Et puis, elle a épousé mon père. Et ils vivaient d'une façon très simple. Mon père est très bourgeois. Une de mes belles-mères qui m'a dit un jour, finalement, ton père devait travailler dans une bibliothèque à Nebraska. Et il a vraiment un côté de quelqu'un qui aurait dû rester dans une petite ville pour faire un travail tout simple. Et à côté de ça, un côté fou, complètement fou. Et les 2 choses luttent l'un contre l'autre. Jane Fonda et son frère Peter ne sont encore que de tout petits enfants lorsque leur père part pour la guerre. Henry Fonda est mobilisé dans la marine. Il était parti pendant toute la guerre, mon père. Et je crois qu'on ne l'a pas vu pendant 3 ans. Et
On a amené mon frère qui était tout petit voir un film. Et il y avait je me souviendrai toujours, un énorme gros plan de mon père. Et mon frère, ravi finalement de voir son père, c'était tout le début du film, qui avait l'air de lui regarder et de lui parler, s'est levé, c'était dans une projection privée, il est allé vers l'écran et il a commencé à parler à mon père, à lui poser des questions et tout ça. Et puis l'étonnement sur ce petit tête de voir que le père ne lui répondait pas et en fait ne lui regardait pas, a dû lui faire un choc, a dû lui heurter énormément. Il ne comprenait pas. Finalement, papa était là et il ne le voyait pas. Pour Jane et Peter, Henry Fonda est un père comme les autres. On ne parle jamais de cinéma à la maison, ni d'Hollywood, ni des studios. Jane ne s'apercevra pas tout de suite que son père est un acteur. Je crois que c'était petit par petit. C'était le fait que un mois, il avait une barbe, et puis 2 mois après, il n'avait plus de barbe, il avait des cheveux longs. Ou il rentrait de son travail habillé d'une façon, et puis plus tard, je l'ai vu en soldat ou en autre chose. Puis le moment où on se rend compte que les gens à l'école commencent à parler, alors elle, c'est la fille de... Mais ça m'a jamais semblé spécial ou bizarre. Les Fonda sont catholiques. La famille est établie aux États-Unis depuis plusieurs générations. L'arrière-grand-père de Jane combattait les Indiens comme Henry aujourd'hui dans les westerns d'Hollywood. Son grand-père avait fondé une imprimerie dans le Nebraska, une bonne affaire qui a permis à Henry de faire des études à l'université. Jane Fonda reçoit comme son père une éducation traditionnelle, stricte et sans faiblesse, comme celle des enfants de la bourgeoisie de Nouvelle-Angleterre. Une seule différence, Jane ne ressemble pas à une petite fille modèle élevée dans un salon. Aux robes à dentelle et aux souliers vernis, elle préfère les jeans, les bottes, les chapeaux de cow-boy et une paire d'éperons. Les chevaux étaient tout pour moi. Je montais tout le temps à cheval, j'étais presque professionnelle. J'étais un garçon, en fait. J'étais un tomboy. Au point que vraiment, des gens m'arrêtaient pour me demander si j'étais un garçon ou une fille. Cette enfance, qui peut paraître tout à fait insouciante, a pourtant laissé à Jane des traces de cauchemar. La guerre. Et je crois que pour les enfants en Amérique qui n'a jamais connu la guerre, c'était d'une certaine façon beaucoup plus terrifiant, parce que tout était dans l'imagination. Et il y avait toujours des alarmes pour le air raid. Des raids aériens. Oui. Et puis, on disait qu'il y avait des sous-marins japonais pas loin et tout ça. Je ne savais pas ce que c'était la guerre, mais dans ma tête, je vivais dans la terreur. Le bruit d'un motocyclette, pour moi, c'était Hitler. Tout était mélangé dans ma tête parce que les nazis étaient des Japonais. Hitler était japonais. « 1947. Jane Fonda a 10 ans. Le contrat d'Henry Fonda avec les studios d'Hollywood se termine. On lui propose de devenir la vedette d'une pièce de Broadway. La famille Fonda quitte la Californie pour aller vivre à New York. Jane abandonne son enfance pour découvrir ses premières émotions d'adolescente. En effet, je me souviens, il y avait un garçon qui habitait pas loin. Et j'étais tellement timide que je n'osais pas lui dire. Alors j'ai dit, je suis en train de penser d'un mot qui a 4 lettres qui commencent avec L. Il savait très bien que je voulais dire love. Mais lui aussi, il était timide. Il a dit life, L-I-F-E, leaf, un feuille. Tous les mots qui commençaient avec L, qui avaient 4 lettres, sauf l'amour parce qu'il était trop timide et moi aussi. De cette première émotion va naître une jolie jeune fille que les garçons vont chercher à séduire. Mais pour Jane Fonda, seul contre l'amour de ses 17 ans. Ah, le ciel a changé. C'était vraiment une explosion. Et j'avais 17 ans.
Et il était très très beau, très intelligent et tout. Je croyais jamais qu'il pouvait être amoureux de moi. Et puis un jour, il me l'a dit. Et vraiment, toute la lumière, le ciel, le paysage avait changé. Et j'ai couru, il m'a embrassé. Il y avait des sons même, des musiques et tout. Et ça a duré 2 jours, cette sorte de rêve extraordinaire. Le grand amour de Jane Fonda a 50 plus qu'elle. C'est déjà un homme avec un métier et la certitude que Jane sera la femme de sa vie. À la fin, il voulait m'épouser. Et heureusement, je ne l'ai pas fait parce que ça aurait été un drame. Je me rends compte maintenant. La fin d'un amour, Jane Fonda sait ce que c'est. Jane avait 12 ans lorsque ses parents se sont séparés. Je crois que la chose qui fait plus souffrir un enfant, c'est de vivre dans une ambiance de haine et de trouble. Je comprends très bien le sentiment où il ne faut pas divorcer parce qu'on a des enfants. Mais finalement, si des parents sont divorcés, mais qui s'entendent bien, il y a un certain d'amitié, c'est beaucoup mieux pour un enfant. Moi, je sais que quand mon père était divorcé, c'était pas tellement dramatique. Aussi, j'ai bien aimé mes belles-mères. Mais que le période où ça n'allait pas, c'était affreux. Ce qui reste le plus affreux pour Jane Fonda, c'est le drame de sa mère. 1 an après son divorce, sa mère a subi une terrible dépression nerveuse. Elle est entrée en clinique. Et là, dans son désespoir, elle a choisi de se donner la mort. On l'a retrouvée dans sa chambre le 14 avril 1950, la gorge tranchée. Jane avait 13 ans. « 1955, Jane Fonda a maintenant 18 ans. Elle se passionne pour les arts graphiques. Elle vient passer plusieurs années à Paris pour étudier dans une académie de peinture. Jane habite dans une pension de famille distinguée, fréquentée exclusivement par de jeunes Américaines. Mais elle connaît le rythme de la vie parisienne. On la rencontre dans les petits bistrots du quartier latin, elle va danser dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, elle se laisse inviter à dîner chez Maxime. Bref, elle vit comme une Américaine à Paris. C'est-à-dire que quand je suis en Europe, je me sens très américaine, et quand je suis en Amérique, je me sens très européenne. Mais je suis assez américaine. Mais je me suis toujours sentie, même adolescent, chez moi, très à l'aise en Europe. Je suis venue ici souvent avec mon père, en France et en Italie, et tout de suite, dès le début, je me souviens quand je suis arrivée à Paris, j'avais 15 ans, et c'était comme si je rentrais chez moi. En 1957, Jane Fonda rentre à New York. Elle habite chez son père qui vient de se remarier pour la 4e fois avec une baronne italienne. Jane prend des cours de piano. Elle cherche à perfectionner son français. Elle apprend l'italien, fait un peu de journalisme. La vérité, c'est qu'elle n'arrive pas à entreprendre une véritable carrière professionnelle. Être actrice, elle n'y songe pas. Elle a bien sûr joué souvent des pièces quand elle était au collège, mais en amateur. Et puis, être la fille d'Henry Fonda, ça ne l'intéresse pas. Tout va changer le jour où Jane va se lier d'amitié avec Susan Strasberg. Susan est comédienne. Elle s'est faite une brillante réputation en jouant le journal d'Anne Frank. C'est aussi la fille de Lee et Paula Strasberg, les fondateurs avec Elia Kazan de l'Actors Studio, cette école d'acteurs dont on dit tant de bien. C'est le moment où je l'ai fait une pièce avec elle. Andreas Voutsinas, son ami de l'Actors Studio. C'était vraiment fantastique parce que même Kazan, après l'audition qu'il a vue, il a dit que c'est un talent majeur, que c'est extraordinaire. Nous sommes à l'aube des années 60. Jane Fonda a joué quelques rôles au théâtre, mais n'a jamais fait de cinéma. Sa première aventure devant les caméras va lui arriver grâce au metteur en scène Joshua Logan. Logan est un vieil ami de son père. Ils ont joué ensemble au théâtre, à l'université, puis ils se sont retrouvés à Hollywood
débutants l'un et l'autre. Ils ont fait des films ensemble. Et depuis ce temps-là, Josué Logan est devenu l'ami de la famille Fonda. C'est le parrain de Jane. Il l'a vu grandir. Aujourd'hui, il ne peut s'empêcher de la regarder avec des yeux de cinéaste. C'est une jolie femme avec un nom célèbre qui pourrait devenir une grande vedette en quelques films. Logan décide de tenter l'aventure. Il emmène Jane Fonda au studio. Il la fait coiffer, maquiller et habiller comme une étudiante sexy. Puis il lui donne un rôle plein de bons sentiments et l'inscrit en tête du générique comme une star. Jane a comme partenaire Anthony Perkins. C'est une exigence de la compagnie Warner Bros. Qui veut une vedette confirmée pour rendre le film plus commercial. Le film sort, il s'appellera en France La tête à l'envers et il a du succès. Une des choses... Alexandre Whitelew, l'un des plus proches amis de Jane Fonda à cette époque. Malgré que quelqu'un comme sa fille d'Henry Fonda a tous les avantages d'entrer dans le cinéma, si elle n'a pas ce qu'il faut, elle n'y entre pas. C'est-à-dire, elle avait des angoisses de si elle pouvait réussir dans ce monde-là. Henry Fonda trouve sa fille très photogénique au cinéma. Les journalistes sont ravis d'avoir à lancer une débutante au nom tout fait. Quant à Jane, elle sort de ce film avec l'impression de n'avoir rien compris à ce qu'il fallait faire pour réussir. Mais elle a la volonté de tout essayer pour se faire un prénom. Rarement je connais quelqu'un qui travaille dur comme Jane. Andreas Voutsinas, qui la conseillera pendant toute la première partie de sa carrière. C'était quelqu'un qui l'a habillée comme un très pauvre, une fille très pauvre. Elle faisait un effort pour joindre les autres, pour être comme les autres. Le théâtre, le cinéma, Broadway, Hollywood, Jane Fonda a l'impression de tourner en rond dans une vie de star. Malgré le travail qu'elle continue de faire dans le cadre de l'Actors Studio pour progresser, elle s'inquiète. Elle cherche sa personnalité. Comment briser cette image de gentille américaine, sexy, bonne à marier? Comment faire une véritable carrière sans vivre sur la réputation de son père? Comment être elle-même? Jane Fonda s'interroge. C'est une fille qui faisait énormément d'introspection, d'une façon intelligente, claire et toujours très, très vivante. René Clément, que l'on vient d'entendre, est à ce moment-là à New York. Il prépare la mise en scène des Félins, un film monté en coproduction avec Metro-Goldwyn-Mayer, la compagnie à laquelle appartient Jane Fonda. J'ai vu donc Jane la première fois à New York pour prendre un simple contact avec elle. Et ces réactions étaient des réactions qui m'amusaient beaucoup. Très vives, spontanées, avec une originalité certaine, un petit caractère très franc et solide, enfin. Peut-être par crainte, peut-être justement parce qu'elle ne se sentait pas assez sûre d'elle-même. René Clément engage Jane Fonda pour être la partenaire d'Alain Delon dans son film. En 1963, Jane Fonda arrive en France. Les services de publicité de la compagnie Metro-Goldwyn-Mayer ont préparé l'arrivée de Jane. Tous les journalistes sont avertis qu'il y aura distribution d'interviews à volonté. Tout est prêt pour accueillir la jeune star américaine. Tout le monde pense que Jane, le moment où elle arrive ici, c'était un starlet. Andreas Voutsinas, son ami à l'époque. Jane, le moment qu'elle arrivait en France, c'était un grand vedette d'Amérique. Elle a gagné 250 000 $ pour un film. Après avoir tourné avec René Clément, Les Félins sur la Côte d'Azur, Jane Fonda reste en France. Elle reste pour un homme qu'elle connaît depuis longtemps, mais qu'elle a toujours détesté, Roger Vadim. Oh, alors ça, j'avais 17 ans, j'ai sorti avec un ami à lui, on était chez Maxime. Jane Fonda évoque sa première rencontre avec Roger Vadim. Il est venu avec sa femme, Annette Schreiber, qui était très enceinte, et j'avais déjà une opinion, parce que j'étais en France depuis 5 mois, je faisais de la peinture. Et on m'avait dit des choses, mais incroyables sur lui. Vicieux, cynique, tout ce que vous voulez. Tout ce que j'aime pas chez les gens. Le contraire de ce que j'aime. Pas vulnérable, vicelard. Et je l'ai haï.
tout de suite. Et j'étais très américain à l'époque, j'étais très timide, jeune fille de bonne famille, etc., etc. Et il s'est moqué de moi un peu, je crois. J'étais vraiment très agressive. Six ans après, Jane Fonda est actrice. Elle tourne à Hollywood. Un jour, elle reçoit un coup de téléphone. C'est Roger Vadim qui veut la voir absolument. Il m'a demandé de venir le voir à l'hôtel pour parler d'un film. Et on a passé l'après-midi ensemble. On n'avait rien à dire. Je dois dire que ça a commencé... J'étais un petit peu étonnée de voir qu'il était très, très calme, assez timide. Et ça collait pas avec l'impression que j'avais. Mais j'ai cru qu'il jouait un jeu. J'ai dit, tiens, ça c'est vraiment malin. Il sait qu'il a une certaine réputation et il sait que ça marche pas avec moi, alors il prend le contrepartie. Plusieurs années après, Jane Fonda reçoit un télégramme. C'est Roger Vadim qui lui demande de faire un film avec lui. Et j'ai dit à mon impresario, vous pouvez dire non, de toute façon, je ferai jamais un film avec Roger Vadim. Un an après, c'était La Ronde. J'étais en France, je faisais un film avec René Clément. La France m'a bouleversée. Je voulais rester, je voulais faire un autre film en français. On m'a reproposé La Ronde et j'ai dit, bon alors, il faut absolument que je rencontre Vadim vraiment cette fois et que je vois si c'est mon imagination, s'il est vraiment ce que je crois. J'ai retrouvé quelqu'un qui était le contraire de ce que j'avais cru. Mais le contraire. Et j'ai tombé amoureuse tout de suite. Quand une femme est vraiment très, très, très agressive contre un homme, et vraiment j'étais très agressive, c'est parce qu'il y a quelque chose. À 27 ans, Jane Fonda donne l'impression de planter ses racines en France. Elle achète dans les environs de Paris une ferme qu'elle fait restaurer entièrement. Et comme chez son père quand elle était petite fille, elle élève des lapins, des poulets, recueille des chiens, des chats et toutes sortes d'animaux. C'est là qu'elle vit avec Roger Vadim, encore étonnée d'être tombée amoureuse d'un homme aussi étrange. D'abord, il change beaucoup. Tous les jours, il a un tête différent, ce qui me choque parfois. Quelquefois, je trouve qu'il n'est pas beau. Quelquefois, il est très, très, très beau. Mais il y a deux choses qu'il a que je trouve choquantes, sont ses yeux et sa voix. Il a une voix très douce, très inattendue, très sensuelle. Jane Fonda aussi, j'ai su qu'elle allait être une star. Roger Vadim. C'était une sensation. Quand brusquement quelqu'un s'assoit sur une chaise, parce que tu lui dis, bon, maintenant tu t'assois sur la chaise et tu es en train de tourner, tu es metteur en scène, tu fais ton film. Il y a une façon d'aller, de s'asseoir sur la chaise, et je sais. Nous sommes en 1965. Jane Fonda va avoir 28 ans. Elle vit avec Roger Vadim depuis 1 an. Pour l'instant, personne ne parle mariage. J'ai juré autrefois que je ne me mariais jamais avant de comprendre pourquoi on se marie. Mais je connais les raisons sociales. Et au-delà des raisons de la vie d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les gens se marient. Et puis, un soir du mois d'août 1965, Jane Fonda est à Hollywood en train de tourner un film. Elle reçoit un coup de téléphone de France. Vadim l'appelle pour lui dire « Je viens la semaine prochaine en Amérique, on va se marier ». J'avais un peu peur parce que je pensais que quand on se mariait, ça changeait tout. Et finalement, ça n'a rien changé, heureusement. Jusqu'au moment où la cérémonie a commencé, rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Enfin, j'ai attendu 28 ans pour me marier. Je devais être nerveuse, heureuse particulièrement, quelque chose. Rien, j'étais calme.
Et puis on s'est mariés à Las Vegas, dans une chambre d'hôtel, comme ça, c'était très marrant avec des amis. On s'est mis debout devant le juge. Je connais par cœur la cérémonie de mariage américain, parce que je l'ai fait souvent dans les films. Mais ce que je n'ai pas attendu, c'est l'accent de Vadim. Et quand Vadim a commencé à répéter après le juge ces mots que je connaissais tellement bien, avec son accent se trempant tout le temps, les larmes sont sorties de mes yeux horizontalement. Et j'ai commencé à m'évanouir. Je me suis accrochée à Vadim pour ne pas tomber par terre. C'était une émotion qui m'a envahie brusquement, comme ça, mais vraiment, une explosion d'émotions. « 1966. Jane Fonda est mariée depuis quelques mois avec Roger Vadim. Elle vient de tourner un film en Amérique, La poursuite impitoyable, avec Marlon Brando et Robert Redford sous la direction d'Arthur Penn. Malgré son énorme budget, l'habileté du metteur en scène et la renommée de ses vedettes, ce film sera un échec commercial. Après avoir tourné ce film, Jane Fonda est revenue en France. Elle se prépare à faire un nouveau film avec son mari, La Curée. Quand on est amoureuse, quand on vit avec un homme, c'est impossible que cet homme n'a pas d'influence sur la femme. D'abord, je suis heureuse, et on travaille toujours mieux quand on est heureuse, je crois. Enfin, moi, oui. C'est merveilleux de travailler avec Vadim. Puisque je l'aime et puisque c'est très facile. C'est calme, c'est pas nerveux, c'est pas tendu. Et vraiment, c'est que dans une ambiance comme ça que les choses se font bien. Dans son film La Curée, Vadim n'a gardé du roman de Zola que le titre. De sa femme, Jane Fonda, il n'a pris que le charme et la beauté de son corps. Jane Fonda tournera encore 2 films avec Vadim. Elle jouera le personnage d'une super Amazone dans une histoire extraordinaire d'Edgar Poe. Puis elle sera pour le cinéma la célèbre héroïne de bande dessinée, Barbarella. Oh, Pygar! Hello, pretty. My name isn't pretty, it's Barbarella. Barbarella, comme le personnage de Vadim lui-même, est assortie d'un léger parfum de scandale. Nous sommes encore qu'en 1967 et personne n'ose croire ce qu'on raconte. Il faut aller voir ça. On dit que dans Barbarella, Vadim a déshabillé sa femme. Il paraît qu'on voit Jane Fonda toute nue. Ça c'est venu parce que je devais avoir un costume en dessous de mon truc d'astronaute et c'était pas prêt. Et il fallait tourner le scène. Et Vadim cherchait qu'est-ce qu'il fallait faire. Il m'a dit, bon alors, tout le monde attend que Barbarella soit nue. Et finalement, elle n'est pas nue dans le film. Des gens croient que je suis nue tout le temps, mais c'est pas vrai. C'est comme aussi dans Dieu crée la femme. J'ai vu le film il y a longtemps et dans mon souvenir, Bardot était nue tout le temps. J'ai revu le film il y a pas longtemps et elle n'est jamais nue. Mais Vadim a une façon de tourner, je sais pas, de montrer les femmes, qui suggère tellement qu'on a l'impression qu'on voit tout et en fait on voit rien. Jane Fonda retourne aux États-Unis pour travailler. Otto Preminger lui propose un rôle dans un film important ayant pour sujet le racisme. Le tournage du film est arrêté plusieurs fois pour des raisons de sécurité. Les membres d'organisations extrémistes, comme celle du Ku Klux Klan, menacent de mort les acteurs, les producteurs, les techniciens si le film continue. Toute l'équipe vit dans l'angoisse et assiste aux violences de la ségrégation raciale. C'est la première fois que Jane Fonda se trouve mêlée à de tels événements. Mais le film d'Otto Preminger est un échec commercial. Personne aux États-Unis n'a envie de s'intéresser à ces problèmes régionaux qui datent de plusieurs générations. Ce qui marche, c'est la comédie de boulevard, comme on en voit à Broadway.
Par exemple, Pieds nus dans le parc, la pièce de Neil Simon. C'est pourquoi Pieds nus dans le parc doit devenir un film. Et c'est pour cette raison que Jane Fonda trouve dans son courrier un scénario tiré de la pièce. On lui propose d'en être la vedette avec Robert Redford. Tout le monde ignore à ce moment-là qu'en voulant faire de Jane Fonda et Robert Redford le couple modèle de l'Amérique bien pensante, on vient d'offrir au public les deux plus grandes stars contestataires des années 70. « 28 septembre 1968. Un événement va tout changer dans la vie de Jane Fonda. Jane met au monde une petite fille. Vanessa. Mais avant, je n'aimais pas tellement des enfants. Je ne suis pas une femme qui a toujours voulu un enfant. Et brusquement, ça a commencé à me manquer. Je voulais un enfant. Et puis, j'ai failli le perdre. C'était un peu difficile. Et c'était à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point tous les deux on tenait à cet enfant. Elle était un miracle, parce que personne ne croyait qu'elle pouvait venir. Et ça a changé ma vie, je dois dire. Complètement changé ma vie. De plusieurs choses. Pour la première fois de ma vie, je suis devenue conscient vraiment de ma mortalité, par exemple. Et c'est pas dramatique, mais maintenant je sens que je fais partie du cycle de la vie, qu'il y a la mort, que ça existe, que je vais mourir, que elle c'est la vie. C'est soulageant, c'est aussi triste, je crois, probablement d'une certaine façon pour toutes les femmes. Le premier enfant, avec toute la joie que ça apporte, il y a aussi une tristesse. Mais pour moi, c'est un miracle incroyable, incroyable. Et je ne suis pas la même femme. 1968. Jane Fonda s'est arrêtée de travailler depuis des mois. Elle est restée chez elle à attendre son enfant. Et pendant des mois, elle a regardé le monde à travers les journaux, la télévision et la radio. Elle a vu les reportages sur la guerre du Vietnam, les documents qui montrent des massacres, des vies humaines inutilement sacrifiées. Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die. All right. En 1969, aux États-Unis, le festival de Woodstock rassemble la jeunesse. Une jeunesse pacifiste, avec des fleurs comme symbole et l'amour comme seule morale. Parallèlement aux manifestations pour la paix dans les campus, aux grands rassemblements hippies, monte une vague de violence. À Hollywood, la femme du metteur en scène Roman Polanski est sauvagement assassinée chez elle avec ses amis par les membres d'une secte en folie. À quelques kilomètres sur la plage de Malibu, Jane Fonda habite avec sa fille. Elle prépare un film. Un film qui n'a rien d'une comédie légère ni d'un mélodrame sentimental. Ce film s'appelle « On achève bien les chevaux ». Il retrace les derniers jours de la vie d'une jeune femme, Gloria. L'histoire se déroule en 1932. Les États-Unis subissent les conséquences de la crise économique de 1929. Dans les rues, presque tous les passants sont des chômeurs. Poussés par la misère, ils s'inscrivent parfois à des marathons de danse où l'on promet aux couples gagnants une petite prime.
Une petite prime qui ressemble à une fortune pour Gloria. Pendant des heures, des jours, des nuits, Gloria va devoir danser sans s'arrêter, ou presque, juste le temps de dormir et de manger pour ne pas mourir. Et le spectacle reprend. Les couples recommencent à danser. L'homme appuyé contre la femme accrochée à l'homme. Il faut tenir. Le dernier sur la piste aura la prime. De temps en temps, pour mettre un peu d'animation, le meneur de jeu attache les partenaires par la main, puis il organise une course. À chaque tour, les derniers sont éliminés. Ils n'auront jamais la prime. Gloria le sait. Alors elle voit les autres. Elle se voit elle-même, prête à tuer pour ne pas être la dernière. Dans ces moments-là, le public est plus nombreux. Des frissons de plaisir parcourent les tribunes. C'est probablement en effet une image très très symbolique de notre vie actuelle où le mépris de l'être humain prend des proportions considérables. Le metteur en scène René Clément. J'ai l'impression que plus que jamais, ce dancing, fantastique dancing de ce film qui a été si bien montré, c'est la reine. Vous savez qu'on est allé dans le théâtre romain jusqu'à tuer les acteurs quand ça se terminait mal, parce que on maquillait les condamnés à mort comme l'acteur. Et les spectateurs le savaient et attendaient la mort véritable du personnage. On en était arrivé là pour avoir des sensations fortes. Avec le rôle de Gloria, Jane Fonda va révéler au public une nouvelle face d'elle-même. On achève bien les chevaux, mise en scène par Sidney Pollack, restera un grand film. Et chacun va prendre conscience que Jane Fonda a changé. Déjà pendant le tournage du film, elle n'est pas rentrée chez elle. Pour ne pas s'éloigner du plateau, pour ne pas quitter le personnage de Gloria, elle a vécu dans une roulotte, dans l'enceinte des studios avec sa fille. Le grand changement qu'on a vu d'ailleurs même physiquement, dans la chevelure. Hugues de Georgis, un ami de Jane Fonda. Avant, en effet, elle avait cette merveilleuse chevelure blonde. Et puis d'un seul coup, elle a eu les cheveux courts, presque virils par certains côtés. C'était devenu une femme d'action. Attirée par ceux qui préfèrent l'amour à la guerre, Jane Fonda s'engage sur les chemins des hippies. Elle part pour l'Inde. Là-bas, elle se sent profondément choquée par la misère, la famine, le manque d'hygiène. Elle revient déçue par l'indifférence des jeunes Européens et des jeunes Américains vis-à-vis des Indiens et des peuples sous-développés. On sentait que c'était une fille qui avait un vide et qui avait besoin de le combler par quelque chose. Catherine Laporte, journaliste et amie de Jane Fonda. Et c'est quelque chose qu'elle a en fait hérité de sa famille, parce qu'Henry Fonda était quelqu'un de très engagé. Politiquement et surtout sur les droits moraux de l'homme, dirons-nous. Et c'est quelqu'un qui continue à défendre les droits de l'homme d'une manière extraordinaire, plus que personne d'autre. Début 70, Jane Fonda adhère totalement et inconditionnellement à la cause vietnamienne. Elle traverse les États-Unis pour distribuer des tracts, prononcer des discours, rencontrer les anciens GIs. Elle se fait également le champion de toutes les minorités et des plus faibles. Noirs, indiens, pauvres, femmes, prisonniers politiques. Bientôt, son énergie et sa notoriété d'actrice vont lui permettre de prendre une importance politique. Jane sera sur la liste noire des citoyens indésirables. Elle était fichée par le FBI, elle était suivie partout, tout était épluché, ses conversations téléphoniques étaient écoutées. Catherine Laporte. Elle a été au banc de la société américaine pendant très longtemps. Au cinéma, Jane Fonda tente de mettre ses rôles en accord avec elle-même. Elle choisit des personnages difficiles. Le metteur en scène Alan Pakula lui propose de jouer une call girl new-yorkaise dans son prochain film, Clout. Pour comprendre son personnage, Jane Fonda se met à fréquenter les bars de prostituées. Elle parle avec elles pendant des heures. Elle s'imprègne de l'univers de la nuit, de la rue, de la vie marginale. What do you like? You a talker? A button
button freak? You like to have your chest walked around with high heel shoes? Maybe you like to have us wash your tinkle? Okay. Or do you get it off wearing women's clothes? Goddamn hypocrite squares! Okay. Un extrait du film Clout. Résultat, pour son interprétation étonnante de vérité, Hollywood lui accorde l'Oscar de la meilleure actrice. Elle obtient la récompense qui lui avait échappé de peu pour le rôle de Gloria dans On achève bien les chevaux. Je l'ai dit à elle, j'espère que si vous gagnez, vous l'acceptez. Andreas Voutsinas, ami et conseiller artistique de Jane Fonda. Il m'a dit, je suis pas sûr. J'ai dit, si vous acceptez pas, vous ferez une grande erreur vis-à-vis de vous et de votre politique. Parce que les choses qui sont importantes pour l'Amérique et l'Oscar, c'est énorme. Bien entendu, Jane Fonda est critiquée. On l'accuse de profiter de la vie facile d'Hollywood, de gagner beaucoup d'argent. D'autres regrettent qu'une femme si charmante se laisse aller à provoquer des manifestations et à attaquer le gouvernement. Jane ne se laisse pas influencer. Elle reste fidèle à elle-même. En juillet 1972, Jane Fonda se rend à Hanoï. Là, dans la capitale du Vietnam du Nord, elle découvre un pays ravagé par les bombardements. Elle rencontre Ho Chi Minh. Elle rend visite à des prisonniers américains. Elle participe à des émissions de radio au cours desquelles elle décrit le spectacle d'apocalypse qui l'entoure. L'Amérique s'indigne. Jane Fonda trahit son pays. À son retour à New York, elle se fait insulter par la foule. Des sénateurs demandent une enquête. Hollywood lui ferme ses portes. À ses côtés, pendant tout le voyage, au Vietnam et même avant, on remarque toujours le même homme. C'est un grand leader contestataire. Il a lutté aux côtés des Noirs. Il a participé au grand mouvement étudiant. Il s'appelle Tom Hayden. En 1973, il deviendra le mari de Jane Fonda. Jane vit vraiment une vie de militante. Par exemple, moi j'ai été dans sa maison. Catherine Laporte. Elle habite à côté de Malibu, dans un quartier pas du tout chic, une toute petite maison dans un quartier excessivement populaire. Je veux dire, ses voisins sont des gens dont le salaire n'a absolument rien à voir avec le sien et pour cause. Ses gosses jouent dans la rue, vont à l'école communale. Je veux dire, elle vit selon ses idées. Et ça, c'est terriblement important. Disons que j'ai pas des théories toutes faites sur comment élever des enfants, parce que ça change selon le caractère. Mais pour moi, la discipline est une chose qui fait partie de l'amour, qui donne une sécurité, une base dans la vie d'un enfant. Avec Tom Hayden, Jane Fonda a eu un garçon. Elle a 2 enfants dont elle s'occupe elle-même comme n'importe quelle mère de famille. Je l'ai vue avec ses enfants, elle est merveilleuse. Je veux dire, elle s'en occupe divinement, elle va les chercher au cours. Enfin, Catherine Laporte. quand vous prenez, je sais pas, une journée dans la vie de Jane Fonda, c'est hallucinant. C'est lever 7h du matin, elle prépare elle-même le petit déjeuner de ses enfants. Elle les conduit, ou elle ou son mari les conduisent à l'école, elle va au studio, elle s'arrange pour que quelqu'un aille les chercher ou les ramène. Elle s'occupe maintenant, bon, en plus c'est quelqu'un qui fait très attention à son aspect physique. D'abord parce que c'est une actrice. Elle a donc monté cette école de danse, enfin d'espèce de gymnastique rythmique à Los Angeles. Elle y va tous les jours, elle fait au moins 2 heures de culture physique et de danse tous les jours. C'est hallucinant, son emploi du temps est absolument... Elle fait au moins 2 ou 3 conférences dans les universités où elle parle du problème de la femme, de l'égalité des droits dans le travail. Elle a un emploi du temps de sénateur, de star, de mère de famille, absolument, mais bourré. On se demande comment est-ce qu'elle arrive à faire tout ce qu'elle fait dans la journée. Je crois que Jane Fonda est un personnage unique. Le metteur en scène, Joseph Losey. Et je crois qu'elle peut faire beaucoup de bon et aussi beaucoup de mal. Trop de cœur et peut-être suffisamment de pensée. C'est pas à moi de faire un jugement à Jane Fonda. Dans le monde maintenant, elle est une femme très supérieure.
Hollywood, 29 mars 1982. Henry Fonda vient d'être nommé meilleur acteur de l'année. Sa fille, Jane, est montée sur scène pour recevoir l'Oscar à sa place. « Papa, je suis heureuse et fière pour toi, dit-elle pour remercier Hollywood. » Jane est doublement émue puisque c'est son père et son film qui vient d'être récompensé, La Maison du Lac. La Maison du Lac a été un très grand succès. Le tournage de ce film lui a procuré beaucoup de joie. Henry Fonda, avec qui elle n'avait que des rapports distants depuis des années, est redevenu celui qui n'aurait jamais dû cesser d'être, un père. Jane est devenue productrice, femme d'affaires, auteure de best-sellers et la passionnariat du bodybuilding des années 80. L'aérobic devient de plus en plus sa passion. Elle s'éloigne du cinéma. 2 films sans succès la dissuadent de poursuivre sa carrière de productrice. Elle finit par renoncer à Hollywood et au cinéma. Côté vie sentimentale, Jane tourne également une page importante de sa vie. Après 16 ans de mariage avec Tom Hayden, elle divorce. Peu de temps après, on apprend qu'elle est fiancée à Ted Turner, le patron de CNN. Le milliardaire d'Atlanta ne cache pas ses ambitions politiques. Jane s'est toujours sentie concernée par la vie de son pays. Le couple laisse entendre qu'il a d'autres ambitions que celle de filer le parfait amour. On parle de la Maison-Blanche. Ted voudrait se lancer dans la course aux prochaines élections. Le destin de Jane s'en trouverait alors couronné. The First Lady sera-t-il le prochain rôle de Jane Fonda? Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.